Bonjour et bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE. Donc, je profite quelques minutes avant que cela commence pour faire un test de son. Donc, vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez un petit test son. Donc, merci d'y répondre. Voilà, donc bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE animée aujourd'hui par notre autrice, collaboratrice, formatrice Amandine Cattel, qui se trouve à Nantes en ce moment. Donc bienvenue à cette rencontre virtuelle co-organisée avec Macmillan, notre distributeur pour l'Espagne, l'Alliance française de Malaga également, que je tiens à remercier, et nous-mêmes, donc, et les éditions Maison de Langue. Donc je vous explique juste comment va se dérouler la séance. Donc, il ne faut pas activer vos caméras ni vos micros, vous inquiétez pas. Elle va durer 1 heure et vous voyez que vous avez une fenêtre de chat qui s'affiche maintenant ici dans vos écrans, au milieu, à droite de vos écrans. Donc, cette fenêtre de chat, elle sera activée maintenant justement pour communiquer entre nous et en fin de session. Cependant, pendant l'intervention d'Amandine, elle n'y sera pas. Donc, on va juste vous laisser une fenêtre de questions-réponses sur lesquelles vous pourrez écrire. Donc, moi et une autre collègue, Séverine Batté, depuis Gisèle aussi, bien sûr, on s'occupera d'y répondre à vos questions. Sinon, à la fin de la session, si on ne peut pas répondre, on les posera à l'intervenante, Amandine Cattel. Donc, après ça, donc je vous dis également que cette intervention est enregistrée. Donc, si jamais il y a une petite coupure ou autre, ou si vous voulez la renvoyer à vos collègues, etc., elle sera disponible sur Advantage, la plateforme des ressources de notre distributeur, de Macmillan, Espagne. Et voilà, donc à la fin, juste pour finir, ma petite intervention pré-début officiel. Donc sachez que vous allez recevoir également un petit questionnaire d'évaluation avec un mail de remerciement qui vous arrivera de la part de l'Alliance française des Malaga avec un questionnaire pour évaluer l'intervention, une demande de spécimens par rapport à vos intérêts selon votre région et compagnie, notamment pour l'Andalousie. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc on remet un peu la musique. Et voilà, d'ici 3 minutes, on fait les débuts officiels avec Amandine Cattel qui est déjà chez elle. On va essayer. Amandine, tu veux bien ouvrir ton micro? Comme ça, on profite pour faire les tests son de ton côté? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, super, ça marche. Donc voilà, on va remettre un peu la musique, les 3 petites minutes qui restent pour attendre le dernier collègue et on commence officiellement. Voilà, donc on va commencer officiellement cette rencontre virtuelle FLE animée par Amandine Cattel sur la francophonie et les jeux. Je me présente, Antonio Melero, responsable Espagne pour les éditions Maison des Langues, et je vous souhaite la bienvenue à cet atelier initialement prévu en présentiel. D'ailleurs, c'était une date qu'on avait fixée avec l'Alliance de Malaga il y a quand même 6 mois, peut-être. Donc voilà, on s'adapte à la circonstance. Et on vous propose cette formation maintenant en ligne avec Amandine depuis chez elle et moi depuis chez moi et voilà, et vous depuis chez vous aussi. Donc juste quelques précisions pour cette formation. Donc bienvenue, vous êtes connectés des 4 coins de l'Espagne, notamment pour l'Andalousie qui était le public essentiel pour cette présentation atelier en ligne. Et vous voyez que en ces moments, vous avez la fenêtre de conversation pour avoir un petit chat avec vous. En attendant, elle sera ouverte maintenant et en fin de session. En attendant, en revanche, pour pas interrompre Amandine, et tant qu'elle fasse sa présentation, on va la fermer et vous aurez une fenêtre questions-réponses que vous pourrez également utiliser. Donc, sachez également, pardon, sachez également que vous allez recevoir un mail de remerciement à la fin de cette formation. Ça va vous arriver depuis le mail de l'Alliance française de Malaga qui a géré les inscriptions et vous allez retrouver un questionnaire d'évaluation pour la formation d'aujourd'hui. Donc, merci de bien le remplir pour justement pouvoir nous donner des idées pour nous améliorer. Et également, vous trouverez un champ pour demander vos spécimens, etc., si vous en avez besoin. Voilà, sans plus, je laisse la parole à Amandine Cattel. Je me déconnecte, donc je vais être là dans l'ombre, je répondrai à vos questions. Donc à toi, Amandine. Bienvenue. Bien, bonjour à tous. Alors, bah, effectivement, je suis chez moi, vous êtes chez vous. J'aurais vraiment préféré être à Malaga avec vous aujourd'hui, mais bon, c'est mieux que rien. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait
aborder le thème de la francophonie en classe, qui est un thème qu'il faut aborder en tant que prof de français, qu'on nous demande souvent de traiter au mois de mars d'ailleurs, le jour il y a la journée de la francophonie, qui devient souvent une semaine de la francophonie, voire un mois de la francophonie selon où on travaille. Mais donc voilà, c'est un thème qu'il faut aborder. Et je sais pas vous, en tout cas moi de mon côté, parfois je ne sais pas forcément quoi faire pour que ce soit un peu original, qu'il reste vraiment quelque chose chez nos élèves de cette thématique, parce que c'est important, je pense que c'est vraiment une source de motivation pour eux d'apprendre la langue française quand on sait qu'elle est parlée dans plein de pays sur les 5 continents, que c'est pas juste pour la France, voire juste pour Paris, parce que des fois on a tendance à résumer la France à Paris, et que voilà, elle est parlée par énormément de monde et de plus en plus dans certains continents. Donc je pense que c'est assez intéressant de trouver des moyens d'aborder cette thématique un peu différemment. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut changer complètement notre manière de faire, mais ce que j'avais envie de vous suggérer aujourd'hui, c'était de voir comment est-ce qu'on pourrait traiter cette thématique à travers le jeu. Parce qu'on essaye de jouer en classe. Je trouve que c'est une bonne idée, mais parfois on joue, enfin, en tout cas, là, je pense que la première chose à laquelle on pense quand on joue, c'est de travailler le lexique ou la grammaire ou peut-être l'expression orale, mais on peut faire en fait plein de choses à travers le jeu. Donc pourquoi pas essayer d'aborder la francophonie justement par le jeu. Alors, petite parenthèse technique. euh, alors, première chose, si vous avez votre téléphone portable à portée de main, rapprochez-le et je vais pas tarder à vous demander de vous en servir si vous l'avez. Donc voilà, vous allez pouvoir participer de cette manière-là. Et deuxième petite parenthèse technique, dans cet atelier que j'avais prévu de faire avec vous directement, physiquement avec vous, j'aurais bien aimé qu'on puisse tester des jeux. Donc c'est ce qui était prévu initialement, mais là vous êtes presque une soixantaine, je vois 55, 56. Donc voilà, c'est juste impossible de tester les jeux grandeur nature quand on est autant de personnes et en plus en ligne. Alors vous allez voir que c'est pas parce qu'on est dans un cours à distance qu'on ne peut pas jouer. Justement, j'ai essayé d'adapter un petit peu le contenu de cet atelier aux conditions, aux circonstances actuelles, et je vais essayer de vous proposer des manières de continuer à jouer avec les élèves, même en étant dans un cours à distance. Mais j'espère pour vous que vous n'avez pas des classes avec 60 élèves. Donc si vous en avez, enfin, si vous avez des classes à plutôt 20, 25 élèves, voire peut-être 30 pour certains, c'est faisable de jouer. 60, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc on ne va pas pouvoir tester ensemble les jeux, mais je vais essayer de vous les expliquer, de vous montrer des exemples plus concrets possibles. Et puis je garderai surtout du temps à la fin pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions et éclaircir certaines choses. Parce que c'est vrai que quand on peut tester les jeux, c'est quand même, bah, ça parle plus, on le mémorise beaucoup mieux. Mais voilà, on va faire comme on peut. Donc l'objectif de cet atelier, c'est déjà de réfléchir à ce que c'est que la francophonie et ce que ça apporte en classe, les différentes notions qui sont reliées à la francophonie. On va aussi échanger, enfin vous allez nous proposer un peu vos idées, vos bonnes pratiques. Comment est-ce que vous abordez la francophonie en classe? Quelles activités vous proposez à vos élèves? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'on puisse un peu échanger les différentes idées. Et puis ensuite, on va vraiment parler du jeu. Donc comment est-ce qu'on peut jouer en classe? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible? Je pense qu'on a tous déjà joué en classe, mais c'est vrai qu'il y a parfois des obstacles qui nous freinent un petit peu, surtout quand on a des grands groupes ou quand on est avec des jeunes peut-être un peu agités. Voilà, on va essayer de réfléchir à comment faire que ça se passe le mieux possible. Et puis je vais vous proposer des idées concrètes de jeux, donc reliées à la francophonie, pour pouvoir bah, justement parler de la francophonie, découvrir la francophonie à travers le jeu. Alors pour cet atelier, je vais aussi m'appuyer sur, alors je vous montre ça après, sur des exemples de la collection Les Reporters. Donc je fais partie de l'équipe des auteurs, on était 4 ou 5 auteurs selon les niveaux pour écrire cette collection de manuels, et donc je faisais partie des auteurs. Donc c'est un manuel qui est divisé en 4 niveaux et qui va jusqu'au niveau B1. Et vous avez la chance en Andalousie d'avoir une édition spéciale Andalousie. Donc le niveau 1 et le niveau 3 sont en train de sortir, ils sont un peu freinés par les circonstances, mais ils sont là. Et le niveau 2 et le niveau 4 sortiront l'année prochaine. Donc voilà, vous y aurez accès. Et avant de vous
faire participer avec votre téléphone, je vous explique un petit peu comment est-ce qu'on a abordé la francophonie dans les reporters. En fait, dans chaque unité, il y a un personnage principal qui est donc un petit reporter, un jeune, qui doit avoir plus ou moins l'âge de nos élèves, et qui est donc un jeune francophone qui nous parle depuis son pays. Donc là, l'exemple que je vous ai mis, on a un jeune de Madagascar et un jeune de Tunisie, par exemple. Donc ces jeunes-là, en fait, nous font partager leur vie quotidienne, leurs activités, leurs loisirs, leurs goûts, selon la thématique de la de l'unité, toujours en parlant donc de leur vie quotidienne dans leur pays francophone. Donc on est vraiment, tout au long de l'unité, tout au long du livre, on voyage à travers la francophonie et avec le point de vue d'un jeune de l'âge de nos élèves. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et donc tout au long de l'unité, c'est pas seulement sur une page culturelle, mais tout au long de l'unité, on voit des exemples de, de- des exemples différents en fait, qui sont pas forcément, on parle pas forcément que de la France. Donc par exemple, j'ai mis ici quelques petits exemples. On a une activité, donc une compréhension orale, où il faut essayer de replacer certains événements dans l'ordre. Et donc ici, par exemple, on va parler de l'histoire de la Tunisie, puisque notre reporter est tunisien. Dans une autre unité, dans un autre niveau, on parle de comment raconter une histoire et on va travailler sur les connecteurs, vous savez, pour raconter une histoire, donc d'abord, ensuite, après, finalement, etc. Et donc pour montrer un exemple, on a un exemple de conte traditionnel sénégalais, puisque notre reporter de cette unité-là, notre reporter féminin d'ailleurs, dans cette unité, c'est une jeune sénégalaise. Donc voilà, donc à chaque fois dans chaque unité, on voyage, on est en immersion complète dans ce pays francophone, dans la culture, dans les liens avec la France aussi, bien sûr, toujours. Mais voilà, on essaye de voyager et de découvrir petit à petit, d'une manière pas forcément explicite, les différents pays francophones. Alors, je reviens, pardon, j'ai fait dans l'ordre différent d'habitude, je reviens à ce diapo-là. Donc, ce que je vous propose, avant de réfléchir à ce que c'est que la francophonie, c'est de sortir votre téléphone portable et de vous connecter. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer cette phase-là, si je peux. Euh, voilà, c'est là. Je partage avec vous mon écran pour que vous puissiez voir le site sur lequel il faut vous connecter. Hop, c'est il est là, voilà. Donc, si vous entrez ici l'adresse qui s'affiche ici, ou si vous pouvez directement scanner le code QR, c'est possible aussi. Sinon, vous écrivez cette adresse-là dans votre navigateur, c'est-à-dire wooclap.com et slash franco comme francophonie et jeu comme le jeu. Et on va vous poser une question. Alors, j'affiche la question et je reviendrai éventuellement ensuite. Je vous demande d'écrire un mot que vous inspire la francophonie. Donc, normalement, vous, avec votre téléphone, vous devez pouvoir écrire un mot. Voilà, ça commence à arriver. Ça veut dire que ça fonctionne. Donc, faites bien attention à l'orthographe, éventuellement les accents, mais bon, c'est en majuscule, donc laissez tomber les accents. Et écrivez un mot qui vous fait penser à francophonie. Lorsqu'on vous dit francophonie, à quoi est-ce que vous pensez? Donc, il y a déjà pas mal de choses qui s'affichent. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de répondre. On a déjà une bonne dizaine de réponses, presque une vingtaine. Alors, pendant que vous répondez, je fais une petite parenthèse. Ce site internet que je suis en train d'utiliser, WooClap, il est gratuit. Il faut juste créer un compte pour pouvoir poser une question. Et vous avez vu que c'est très simple à utiliser. Enfin, j'espère. A priori, vous êtes déjà une quarantaine à avoir répondu, donc je pense que ça doit pas être trop compliqué de s'y connecter. Et je trouve que c'est un super moyen de commencer un cours pour faire un petit remue-ménage ou parler ou travailler sur le lexique d'une unité, par exemple. Vous voyez que très rapidement, dans un cours à distance, on va pouvoir faire un nuage de mots en commun avec les élèves.
Donc voilà, ça permet simplement de faire des nuages de mots, mais je trouve que c'est assez intéressant comme dynamique et c'est très facile à utiliser. Et le résultat, en plus, c'est assez joli avec toutes ces couleurs. Donc, je vois que vous êtes presque 50 à avoir répondu, donc je vais pas tarder à clôturer le vote parce que sinon ça va continuer à bouger. Mais je vous laisse encore quelques secondes. Alors vous voyez aussi que les mots qui apparaissent le plus en gros au centre sont des mots que vous avez répétés plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je vous disais de faire attention à l'orthographe, parce que si on fait des petites erreurs d'orthographe, ça ne compte pas comme étant le même mot. Donc là par exemple on voit que culture a été mis au singulier et au pluriel. Donc du coup il apparaît deux fois, sinon il apparaîtrait encore plus gros je pense. Alors, je vais être obligée de clôturer parce que sinon on peut pas lire parce que ça bouge. Donc je laisse encore 5 secondes et je vais bloquer le vote. Ça bouge plus. Ah voilà, les derniers votes sont faits. Hop, je bloque. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre, mais c'est parce que sinon ça continue à bouger et on ne peut pas vraiment lire. Donc le mot le plus partagé, que vous inspire le plus la francophonie, c'est la culture. Et c'est vrai que je pense que c'est la manière la plus simple d'aborder la francophonie avec nos élèves, c'est de parler des différences culturelles, des artistes, de la littérature, du cinéma, des chansons. Je vois que vous avez beaucoup parlé aussi de musique, de chansons. Il y a BD aussi, poésie, littérature. Voilà, il y a tous ces mots-là qui sont reliés à la culture. Alors, autre mot qui est affiché ici assez grand, c'est le mot communauté. Parce que c'est vrai qu'on est donc tous les gens qui parlent français, on est une communauté du coup de francophones qui appartenons à la francophonie. Je vois aussi diversité. C'est vrai qu'on a des personnes qui parlent français comme en étant leur langue maternelle sur les 5 continents, donc forcément on a des gens qui ne se ressemblent pas justement, qui ont des modes de vie complètement différents, qui ont des modes de pensée complètement différents, mais on partage en commun la langue. Je vois justement le mot partage, voyage, connexion, c'est vrai qu'on a la chance, du coup, grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir se connecter vraiment avec toutes les régions francophones. Et puis ensuite, il y a d'autres mots autour, donc enrichissement culturel, mélange des cultures, international, pays, identité. J'ai vu aussi gastronomie, je crois, tout à l'heure, je le vois plus, mais il doit y être toujours. Voilà, gastronomie, je l'ai revu, tolérance, plaisir. Donc, ouais, il y a énormément de choses qui recouvrent ici la francophonie. Donc, on va pouvoir parler de plein de choses et essayer d'insérer toutes ces notions dans nos jeux. Alors, je reviens au diaporama. Hop, j'arrête le partage d'écran pour revenir au diaporama et pouvoir... Hop, je remets la caméra, c'est bon. Et donc, on va réfléchir. Donc, maintenant on a dit un petit peu toutes ces notions qui gravitent autour de la francophonie, on va essayer de donner une définition vraiment de ce que c'est que la francophonie. Alors, cette première activité, justement, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire avec vous directement si on avait été dans la même salle. Donc là, je vais être obligée de vous l'expliquer, de vous expliquer comment je l'aurais fait, parce que j'ai pas trouvé de moyen, en sachant qu'on allait être au moins une soixantaine, de le faire à distance. Donc je vous l'explique. Ce que j'ai décidé de faire avec les élèves, c'est de faire une dictée. Donc vraiment la dictée traditionnelle, où ils prennent un papier, un crayon, et je dicte un petit texte très court euh, aux élèves, voilà, qui doivent écrire de manière individuelle. Donc j'aime bien quand je fais cette activité, le faire de manière très stricte, scolaire, en prenant justement le rôle du prof à l'ancienne qui fait des dictées en déambulant dans la classe. Mais ma dictée, elle est un peu spéciale parce qu'en fait, il va manquer des mots. Donc j'ai choisi d'effacer certains mots-clés qui permettent de comprendre le texte. Alors ici, petite parenthèse, j'ai choisi un texte qui n'est pas forcément facile pour nos élèves de secondaire, de niveau A1, A2, B1, mais parce que c'était un texte qui était adressé à vous, prof de français. Donc voilà, c'était un niveau un petit peu plus élevé. Donc ce que je fais, c'est que je lis le texte comme une dictée, mais je vais enlever certains mots et donc les remplacer par un son. Donc si je lis le texte, alors là je le lirai bien sûr beaucoup plus lentement avec des élèves, mais ici ce serait le mot de la semaine, c'est bip. Il n'est pas si simple, car, alors je ne sais pas pourquoi ça s'est effacé, il me manque un mot, hop. Voilà. Le mot de la semaine, c'est bip. Il n'est pas si simple car il a deux bips. Il peut d'abord désigner l'ensemble des bips qui parlent tout autour du bip, quel que soit leur bip. Mais si on lui met un F bip, il désigne alors toutes les bips qui représentent la bip. Et le sens est là bien plus bip. Voilà, donc
Je l'ai lu très rapidement, juste pour que vous voyez un petit peu la dynamique. Donc, nos élèves écrivent, ils laissent des espaces à l'endroit où j'ai dit le son bip. Et ensuite, une fois qu'ils ont terminé, que j'ai terminé de lire le texte en entier, je leur propose de se regrouper par petites équipes, donc des équipes de 4 ou 5 élèves, je pense, pas plus, et d'essayer de réfléchir ensemble aux mots qu'ils pourraient mettre dans les trous qu'il y a dans ma dictée. Une fois qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont pris une décision tous ensemble et qu'ils ont trouvé des idées pour les différents trous, je propose à chaque équipe de passer la feuille avec sa réponse à l'équipe d'à côté. Donc chaque équipe reçoit la copie, entre guillemets, d'une autre équipe. Et je vais soit afficher, soit lire le texte complet. Donc en général, je l'affiche et je le lis, comme ça ils le voient écrit et en même temps. Donc ça permet de corriger un petit peu l'orthographe. Mais là, c'est pas le but de travailler l'orthographe. Le but, c'est vraiment de travailler sur la compréhension écrite et surtout la notion ici de la définition de la francophonie. Et donc chaque équipe va gagner un point par mot retrouvé, deviné. Donc je répète ici, le texte est un peu compliqué pour des élèves de niveau secondaire, c'était parce que c'était pour le faire avec vous. Avec des élèves de niveau A1, A2, on pourra faire une phrase très très simple, voilà, qui reprend la définition de ce que c'est qu'une personne francophone, par exemple, ou la francophonie avec les pays où on parle français, voilà. Quelque chose de plus simple. Et donc, on va récapituler ensuite les scores et voir combien de personnes, combien d'équipes ont trouvé le plus de mots possible et faire un palmarès des équipes. Voilà. Donc c'est une manière de changer, de transformer un peu cette activité vraiment scolaire qui est la dictée sous forme de jeu, parce qu'il y a un côté ludique, on va gagner, enfin on peut gagner des points. Il y a une espèce de petite compétition entre les équipes pour voir qui va gagner le plus de points. Et à la fin, on a une notion de francophonie. Et les élèves ont été obligés de réfléchir individuellement, enfin ou en équipe, mais de réfléchir sans le prof sur la signification du texte pour trouver les mots. Okay, donc ils auront, à la fin de ce petit jeu, réfléchi à la définition de la francophonie. Donc ensuite, bien sûr, on peut le relire tous ensemble, éclaircir les mots qui n'avaient pas été trouvés, etc. Donc on arrive à cette définition de la francophonie, qui donc a deux significations. C'est d'abord l'ensemble des gens qui parlent français autour du monde, et si on lui met un F majuscule, donc francophonie avec une majuscule, là c'est les institutions qui représentent la francophonie. Voilà. Donc, je vais vous proposer maintenant de répondre à une petite question qui va s'afficher sur votre écran à la place de mon diaporama, où vous allez pouvoir écrire une idée d'une activité que vous faites, qui fonctionne, que vos élèves apprécient pour aborder la francophonie. Donc, quand vous voulez travailler sur la francophonie, qu'est-ce que vous proposez à vos élèves? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui leur plaît? Voilà, donc la question s'est affichée et je vois qu'il commence déjà à y avoir quelques réponses. Donc je vous laisse quelques minutes, quelques secondes. N'écrivez pas des phrases complètes, juste quelques mots-clés. Alors ça parle beaucoup de gastronomie, ça m'étonne pas. Voilà, il y a pas mal de réponses qui commencent à arriver, donc je vous laisse un petit peu de temps et puis on va les commenter après. Alors je vois déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui abordent la francophonie avec les chansons. Et c'est vrai que c'est un super moyen de le faire parce que si on prend la chanson et le clip qui va avec, on a déjà beaucoup de matériel pour travailler la langue, pour travailler la culture, pour voyager avec le clip, les accents, le lexique, on a plein de choses effectivement. Donc la musique, c'est sûr que c'est un super moyen, surtout que ça peut fonctionner avec tous les niveaux, même les plus petits niveaux. Alors ensuite, vous parlez des traditions, vous regardez des séries avec vos élèves qui se passent dans différents pays francophones. C'est vrai qu'on a pas mal de séries de Belgique, du Québec, des séries aussi. Alors si vous utilisez TV5 Monde, il y a plusieurs séries aussi qui viennent d'Afrique qui sont assez intéressantes, qui montrent vraiment la vie quotidienne des francophones selon leur pays. Alors, il y a déjà plusieurs personnes qui utilisent des jeux, visiblement, donc c'est chouette. Vous allez pouvoir nous donner plus tard vos jeux concrets qu'on puisse partager. La géographie, bien sûr, alors les dom-toms, la gastronomie, alors ça, a priori, la gastronomie, ça marche bien aussi, faire la cuisine, goûter les différents plats. Parler du féminisme, oui, ça peut être un bon prisme aussi. Les jeux, les chansons, je crois que j'ai dit un petit peu les voitures, ok, pourquoi pas les voitures.
J'avais pas pensé aux voitures. Les traditions, chanter, les différentes fêtes, bien sûr, qui existent dans tous les pays, les marchés. Bon, super. Je vois que vous avez déjà pas mal d'idées. Donc, je clôture le sondage. Hop, terminé, voilà, il est disparu. C'est parfait. Donc, je vois que vous avez déjà pas mal d'idées. Et c'est vrai que de toute façon, c'est une thématique qu'on doit aborder tous les ans. Donc je suis sûre que vous avez déjà plein d'idées qui fonctionnent très bien. Et le fait de faire des exposés aux élèves, parler de la gastronomie, des choses qui s'adapteront à leur niveau et à leur centre d'intérêt, en général, ça fonctionne très bien. Donc, on va parler maintenant un petit peu du jeu. Donc, avant de vous proposer des idées concrètes de jeux reliés à la francophonie, je voulais qu'on discute un petit peu de certains obstacles qu'on pourrait avoir quand on fait des jeux. Parce que je suis sûre que vous avez déjà tous testé le fait de jouer en classe, mais parfois on peut avoir des mauvaises surprises où tout ne se passe pas exactement comme on imaginait. Et donc, ça nous freine un peu à rejouer avec certains groupes ou à rejouer en classe. Donc j'ai écrit ici, alors je pense que c'est assez petit, mais je vais les lire avec vous. J'ai écrit ici 5 phrases qu'on pourrait dire en tant que prof quand on parle du jeu. Donc la première, c'est en classe, on ne joue pas, on travaille. Donc si je reformule, l'école ou la classe, c'est pas fait pour jouer, c'est fait pour travailler. Les élèves peuvent jouer ailleurs qu'en classe. Alors, ça dépend de l'institution dans laquelle vous travaillez, mais si on choisit bien notre jeu, en tant que prof, on va choisir notre jeu en fonction de notre objectif pédagogique, qu'il soit linguistique, donc est-ce que c'est un jeu pour travailler la grammaire, le lexique, la phonétique? Est-ce que c'est un jeu pour travailler l'expression écrite, l'expression orale, une compétence particulière? Ou est-ce que c'est un jeu pour aborder un point plus culturel, par exemple? Voilà. Donc on va simplement transformer notre objectif pédagogique en jeu. Au lieu de faire une activité plus scolaire, on va faire un jeu. Donc ça, je pense que vous en êtes déjà tous convaincus. Deuxième phrase, c'est le jeu fait perdre du temps en classe. Donc là, ça rejoint un peu le premier point, c'est-à-dire que si on choisit bien notre jeu par rapport à notre activité, à notre objectif pardon, pédagogique, en fait, on va remplacer une activité plus scolaire par un jeu. Par exemple, au lieu de faire un exercice systématique de grammaire, on va proposer un petit jeu où les élèves vont devoir réutiliser des verbes, des prépositions, des adjectifs, voilà, conjuguer des verbes. Donc ça va remplacer un exercice systématique, par exemple. Ou ça peut remplacer un exercice de production à la fin si on fait un jeu où les élèves vont devoir s'exprimer, par exemple, ou produire un texte. Ça peut être aussi un moyen de commencer le cours pour rafraîchir le vocabulaire qu'ils sont censés déjà connaître, par exemple. Enfin, il y a plein de possibilités pour que le jeu, en fait, au lieu de nous faire perdre du temps parce qu'il ajoute une activité, au contraire, remplace une activité plus scolaire et change un peu la dynamique, permet aux élèves de se défouler, entre guillemets. Ça nous fait rejoindre les points suivants. Pendant le jeu, les élèves communiquent dans leur langue. Alors effectivement, souvent quand on joue en classe, les élèves vont avoir tendance à recourir à l'espagnol, si c'est leur langue maternelle, ou si c'est la langue qu'ils ont en commun, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est plus spontané pour eux. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément notre objectif quand on est en classe de français, donc pour ça, il y a plusieurs petites solutions. Ça peut être déjà d'insérer dans les règles du jeu que si on parle enfin, si on ne parle pas en français, si on dit des mots qui ne sont pas en français, l'équipe peut perdre des points, par exemple, ou va devoir passer son tour, ou va avoir une petite pénalité. Donc ça peut être une possibilité. Mais il faut aussi se dire que s'ils communiquent dans leur langue, soit c'est parce qu'ils sont hyper enthousiastes, et dans ce cas-là, c'est quand même assez positif, ça veut dire qu'ils sont pris par le jeu, mais ça peut être aussi signe qu'ils n'ont pas les mots pour dire les choses en français. Donc, il faut bien s'assurer avant de commencer le jeu que les élèves aient toutes les ressources linguistiques nécessaires pour pouvoir faire le jeu correctement. Et bien sûr, donc les verbes dont ils vont avoir besoin, les mots, les sons, etc. Mais aussi tout le lexique qui va autour du jeu. Par exemple, comment est-ce qu'on dit les dés, les pions, toutes les expressions comme passe ton tour, à toi de jouer, j'ai gagné, tu triches, toutes ces expressions, c'est très important qu'ils les connaissent en français pour pouvoir ensuite leur imposer de les utiliser en français. Donc bien penser à faire un petit glossaire du jeu en français pour qu'ils puissent vraiment l'utiliser. Et après, s'ils ont tout ce matériel, on peut du coup pénaliser gentiment les élèves qui ne parlent pas français ou qui diraient des mots qu'ils pourraient dire en français et qu'ils ne disent pas en français.
Quatrième phrase, c'est « Il n'y a pas assez de place pour jouer dans la classe ». Donc c'est vrai que selon le nombre de nos élèves, selon l'endroit où on travaille, on n'a pas toujours un espace qu'on va pouvoir dégager facilement. Peut-être que dans certaines salles, on ne peut pas changer les tables et les chaises de place, ou en tout cas pas facilement. Peut-être qu'on n'a pas la possibilité de sortir, même pour quelques minutes, dans la cour de récréation, par exemple, ou dans le patio, ou je ne sais pas où. Donc dans ces cas-là, si on est face à tous ces obstacles, il faut, penser à des petites solutions pour quand même pouvoir former des petits groupes, avoir une dynamique un peu différente, que les élèves soient pas tous tournés vers le professeur puisqu'ils vont jouer ensemble. Donc à vous de voir ce que vous pouvez faire, mais par exemple, pourquoi pas, le temps du jeu, autoriser les élèves à s'asseoir sur les tables, par exemple, ou à s'asseoir sur le dossier des chaises, en précisant bien que c'est exceptionnel parce qu'on est dans un cadre différent de jeu, ce qui va peut-être permettre de créer une ambiance un peu différente aussi, une autre dynamique, et lorsque le jeu est terminé, ce sera assez clair qu'il faut se rasseoir sur la chaise normalement, donc ça peut créer un peu une rupture aussi comme ça au moment de jouer. Donc à vous de voir quel petit truc vous pouvez trouver, mais en général, on peut jouer quelles que soient les circonstances. Alors bien sûr, si c'est un jeu où il faut courir, attraper quelque chose ou bouger vraiment dans la salle, et que vous ne pouvez pas bouger les tables et les chaises, là, il va falloir soit changer de jeu, soit changer la dynamique du jeu. Voilà, il faut vraiment adapter le jeu à la situation. Et la dernière phrase, c'est les élèves font trop de bruit en jouant. Alors, dans un sens, s'ils font trop de bruit, ça veut dire qu'ils se prennent au jeu. Ils sont dans le jeu, ils sont enthousiastes et ils participent, etc. Donc, il y a un côté positif, mais c'est sûr qu'il faut réguler un peu le bruit, déjà pour nous, enseignants, parce que sinon c'est vraiment fatigant, et aussi pour les collègues qui pourraient avoir des classes autour et qui seraient dérangés par le bruit. Et pour les élèves aussi, que ça pourrait gêner. Donc, pour essayer de réguler tout ça, encore une fois, on peut insérer dans les règles du jeu que les équipes qui crieront ou qui feront trop de bruit ou qui seront dissipées ou qui s'agiteront vont avoir des pénalités. Donc ne pas éliminer les élèves, surtout parce que si on les élimine, bah, ils participent plus à l'activité qui a un objectif quand même pédagogique. Mais peut-être, voilà, s'ils ont des pénalités, si ça va les empêcher de gagner ou de marquer des points, etc., je pense que ça peut les calmer assez rapidement. Et éventuellement, si on connaît à l'avance notre classe et qu'on sait qu'elle a tendance à partir très rapidement dans l'agitation, on peut déjà commencer dès le départ à donner les consignes en chuchotant, en disant que voilà, il faut vraiment rester très calme, en étant soi-même très calme, en parlant très bas pour les obliger à se taire et écouter, etc. Enfin, voilà, on peut trouver plein de petites solutions comme ça, ou pourquoi pas se mettre dans un rôle, dire que voilà, pendant le temps du jeu, vous êtes des espions, donc il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas que les autres entendent ce qu'on est en train de dire. Enfin, voilà. Pensez à des solutions. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut surtout anticiper ce genre de problème. Vous connaissez vos élèves, vous savez comment ça se passe. Alors, ici, je parle quand un jour, on retournera face à nos élèves dans les classes. Dans les cours en ligne, on va avoir d'autres problématiques, je vais y revenir un petit peu après. Euh, Autre chose avant de se lancer dans le jeu, c'est de penser un peu à différents paramètres qui seront les conditions optimales pour pouvoir se lancer dans le jeu. Donc déjà, au niveau de choisir le jeu, il faut d'abord penser aux apprenants, donc penser à leur niveau, à un jeu qui s'adapte à leur niveau, bien sûr, ça paraît évident, mais qu'ils aient toutes les compétences pour pouvoir dire ce qu'il faut dire ou comprendre ce qu'il faut comprendre. Donc le niveau, bien sûr, mais ça en général en tant que prof, on y pense, mais aussi le centre d'intérêt ou est-ce que ça correspond au caractère des élèves? Vous connaissez vos élèves, vous savez s'ils sont très timides et qu'il s'agit de mimer des choses face à toute la classe, peut-être qu'il y a une partie des élèves qui vont pas apprécier, qui ne vont pas participer correctement au jeu. Donc voilà, bien penser, vous connaissez vos élèves, donc bien penser aux apprenants, à leur centre d'intérêt, à leur manière d'interagir, à l'ambiance de la classe pour choisir le jeu. Bien anticiper l'organisation, donc l'organisation matérielle, on a parlé de la salle, du matériel, etc., mais aussi combien d'équipes on va faire, comment est-ce qu'on divise les équipes, combien de temps ça va prendre, voilà, bien gérer toute cette partie d'organisation, parce que s'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, ça risque de gâcher le plaisir qu'on pourrait avoir à jouer. Troisième point, j'ai noté ici jouer le jeu. C'est-à-dire qu'en tant que professeur, il faut qu'on change un petit peu de rôle ou de personnalité pendant le jeu et qu'on adopte une attitude ludique, de jeu. Donc on autorise un peu plus de bruit que d'habitude peut-être, tout en gardant une certaine limite, un peu plus d'agitation que d'habitude, que nous-mêmes on adopte un comportement
plus drôle, plus ludique. Enfin voilà, c'est important de créer l'ambiance de jeu qu'on va pouvoir ensuite arrêter puisque on termine la phase de jeu et on revient à la phase d'apprentissage plus scolaire peut-être. Il va falloir réfléchir à la compétition et à la triche. Je mets ces deux-là un peu ensemble. Mais si vous remarquez que les élèves trichent ou que l'ambiance devient mauvaise parce qu'il y a trop de compétition et que ceux qui perdent commencent à se démotiver, il va falloir voilà, trouver des moyens de réguler un petit peu ça. Alors toujours la possibilité de donner des pénalités à ceux qui trichent, bien sûr, mais surtout réagir en fait. Quand on voit qu'il se passe quelque chose comme ça pendant le jeu, il faut trouver un moyen de réagir. Je n'ai pas de solution miracle parce que tout va dépendre des élèves, de l'ambiance, du jeu, mais ça rejoint mon point suivant, c'est qu'en tant que prof, il va falloir qu'on apprenne à devenir des tricheurs professionnels. Donc j'ai mis ça entre guillemets, bien sûr, mais par tricheur professionnel, ce que je veux dire, c'est qu'il faut connaître parfaitement tous les paramètres du jeu pour pouvoir les adapter, les ajuster au fur et à mesure, discrètement, sans que les élèves s'en rendent forcément trop compte, mais éventuellement pour favoriser la participation de certains élèves qui participeraient pas, ou gagner du temps parce que finalement le jeu prend beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'on avait imaginé et qu'on puisse quand même terminer la partie ou changer le nombre de cartes qu'on va distribuer, ou glisser discrètement une carte un peu plus difficile à l'équipe qui est en train de gagner pour rééquilibrer. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais je pense que c'est assez important pour que le jeu profite à tous, que tout le monde participe, que tout le monde apprenne, puisqu'on est quand même dans un contexte où notre objectif, ça va être qu'ils apprennent ou qu'ils pratiquent quelque chose. Donc voilà, bien connaître notre jeu et ses paramètres pour pouvoir les ajuster au fur et à mesure. Et ensuite, réfléchir aux récompenses ou aux gages. En général, les élèves aiment bien gagner et ils aiment bien quand il y a quelque chose à gagner. Donc ça ne veut pas forcément dire gagner un objet, gagner des points dans les examens. Non, à mon avis, il ne faut pas lier les examens et les jeux et les évaluations. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et pas forcément faire gagner à chaque fois des bonbons ou quelque chose de matériel, mais ça peut être simplement de gagner des applaudissements de la part du reste du groupe, ou alors moi je préfère en fait pénaliser entre guillemets les perdants, mais avec quelque chose de sympathique, donc prévoir un petit gage, par exemple, l'équipe qui perd va devoir remettre la classe en place après le jeu, ou effacer le tableau, ou redistribuer les cartes, ranger le jeu, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Et le dernier point qui est très important, ça c'est plus pour nous que pour la classe, ça va être de faire le bilan. Une fois qu'on a testé une première fois un jeu, faire le bilan et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que notre matériel ça allait, est-ce qu'il y avait assez de cartes pour tout le monde par exemple, est-ce qu'on a manqué de pions, de dés, le plateau était trop petit, ou voilà, bien réfléchir à tous les paramètres, parce que on investit pas mal de temps à préparer un jeu, voire à créer un jeu quand on invente nous-mêmes un jeu, et en général, c'est chouette de pouvoir le réutiliser. Et de le réutiliser même avec la même classe, parce qu'une fois qu'ils ont compris la dynamique du jeu, qu'ils ont bien compris les règles du jeu, etc., ça va être intéressant, on va gagner du temps la prochaine fois qu'on va vouloir leur proposer de jouer. Je pense que c'est intéressant de jouer plusieurs fois au même jeu avec les mêmes élèves, parce qu'ils vont avoir développé un peu des stratégies, avoir amélioré de niveau, ils vont pouvoir prendre une revanche aussi par rapport à la dernière fois où peut-être ils n'avaient pas gagné. Donc c'est important pour nous de faire le bilan et aussi de voir si ça a plu aux élèves. Ça c'est important aussi. Pourquoi pas leur demander, est-ce que vous avez aimé ce jeu? Oui, non, pourquoi? Pour pouvoir savoir si ça vaut le coup de réinvestir du temps dans l'adaptation. Donc voilà, ça c'était la phase un peu, euh, pas vraiment théorique, mais de bien penser à tous ces petits paramètres avant de se lancer dans le jeu. Et donc on arrive à la question d'après, c'est à quel jeu on peut jouer? Alors puisqu'on parle de la francophonie, je vous montre ici plusieurs noms de jeux qui viennent de pays francophones différents. Alors sans doute que vous en connaissez quelques-uns ici. Je me rends compte que j'ai encore oublié le nom du jeu de Madagascar, il faut vraiment que je le note quelque part, parce qu'à chaque fois j'oublie comment il s'appelle. Donc ah voilà, quelqu'un me l'écrit, c'est parfait. En bas à gauche, vous avez un jeu en bois qui est noir et blanc, avec des pions noirs et blancs comme des billes. En fait, c'est le fameux jeu de Madagascar qui s'appelle, donc on me l'a écrit, Fanorona. Voilà, je m'en rappelle jamais. Ça ressemble un peu à un jeu de dames, pour ceux qui connaîtraient le jeu de dames, mais voilà, il vient de Madagascar, donc c'est vraiment typiquement un jeu de la francophonie.
Donc je ne sais pas exactement comment on y joue, je n'y ai jamais joué, mais voilà, je sais que ça ressemble aux dames. Juste au-dessus de ce jeu, on a un jeu qui est là, a été créé en Belgique, qui est Échelle et Serpent, ou Serpent-Échelle. Donc c'est un jeu un peu de labyrinthe où il faut avancer, faire avancer des pions, et des fois on tombe sur des échelles qui nous permettent d'avancer plus vite, des fois on tombe sur des serpents qui sont plutôt des obstacles. Voilà, donc c'est toute une dynamique de jeu. Donc c'est pas forcément des jeux pour travailler la langue française, hein, mais c'est pour vous présenter quelques jeux typiques de la francophonie. Donc ce jeu de serpent et échelle, il est assez connu aussi en France. Celui qui est tout en haut au milieu, je pense que quasiment tout le monde le connaît, c'est le fameux Qui est-ce. Je pense qu'on le connaît tous, ou en tout cas une version qui ressemble, parce que c'est hyper pratique en classe de français pour travailler la description physique. C'est le fameux jeu où il faut deviner la carte, le personnage de l'autre, en lui demandant s'il porte des lunettes, si elle est blonde, si il a une moustache, etc. Et on arrive par élimination à deviner le personnage de l'autre. Donc ça, je pense que c'est assez connu. Ensuite, si on continue notre cercle, on a le Lawalé, qui est un jeu. Alors moi, c'est un jeu que j'ai découvert au Sénégal, mais c'est un jeu qui existe dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone, qui est un jeu où en fait on gagne, on doit essayer de récupérer le plus de graines, c'est des graines d'ébène, normalement dans le jeu. On doit essayer de récupérer le plus de graines par rapport à notre adversaire, donc c'est un jeu qui se joue à deux. Là, pour le coup, c'est pas nécessaire de parler, mais alors si on pense à une application pédagogique en classe, ça peut être intéressant au tout début pour compter, par exemple, puisqu'il faut compter à chaque fois les cases dans lesquelles on pose ou on prend les graines. Voilà. Et le dernier jeu, alors il est très très connu en France, on y a tous joué en tant que Français quand on était petit, même toujours d'ailleurs en famille, le Milborn, mais je sais qu'il n'est pas forcément très connu ailleurs qu'en France. En Espagne, notamment, j'ai fait un petit sondage auprès de mes amis, c'est pas forcément très connu. Le Milborn, c'est un jeu avec seulement des cartes, avec un peu comme le code de la route, et il faut faire le plus de kilomètres possible. L'objectif étant d'arriver à 1000 kilomètres, 1000 bornes. Et nos adversaires peuvent nous mettre des obstacles qui peuvent être un feu rouge, un ralentissement, un pneu crevé, etc. Enfin, voilà. C'est assez drôle, hein. C'est peut-être pas très drôle tel que je l'explique, mais en général, on passe un bon moment. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ces petits jeux? Parce que déjà, c'est intéressant d'un point de vue culturel de découvrir ces jeux francophones, je pense, et aussi parce que c'est intéressant de vous poser la question à quel type de jeu jouent vos élèves. Déjà, est-ce qu'ils jouent à des jeux de société, à des jeux en général? Est-ce qu'ils sont plutôt branchés jeux vidéo ou est-ce qu'ils jouent encore aux cartes avec des dés, etc. Et si oui, quel jeu traditionnel ou quel jeu ils ont en commun? Parce que ça pourra être intéressant ensuite de penser à une adaptation de ces jeux dont tout le monde connaît les règles déjà, de l'adapter pour un objectif pédagogique qu'on pourrait avoir, nous, dans notre cours de français. Donc, partant de ce principe-là, je vous propose quelques exemples. Alors, vous allez voir que c'est des jeux auxquels je pense on a déjà tous joué en classe, au moins un des trois. Donc je propose le bingo. Je suis sûre que vous le connaissez déjà tous. Je pense qu'on l'utilise souvent en classe pour travailler les numéros, bien sûr, et puis d'autres notions. Le jeu de 7 familles. Je pense qu'en général, c'est assez connu aussi, le jeu de 7 familles, donc où il faut demander des cartes à ses adversaires pour former des familles de 7 cartes qui vont ensemble. Et le jeu du memory, où on va disposer sur la table plein de cartes et il faudra les retourner et trouver des paires. Et donc mémoriser leur emplacement pour pouvoir retrouver au fur et à mesure des paires. Donc vous voyez que ce sont des jeux vraiment classiques, traditionnels, dont les règles sont faciles à comprendre, voire sont déjà connues des élèves. Donc on ne va pas perdre de temps en classe à expliquer comment ça fonctionne, etc. Mais là, ce que je vous propose, c'est une adaptation à, à notre thématique de la francophonie. Donc je vous montre un premier exemple avec le jeu du bingo. Donc je vous ai affiché ici deux grilles de bingo que j'aurais distribuées à mes élèves. Donc au total, j'en ai 4 ou 5 de différentes pour que les gens qui sont à la même table n'aient pas la même grille, sinon ils risquent de tricher, etc. Et puis ça crée un peu plus de diversité. Donc j'ai 4 ou 5 grilles différentes. Et vous voyez que sur ces grilles apparaissent des mots, alors que vous ne connaissez sans doute pas tous, hein. Moi je les ai découverts en travaillant sur la francophonie. Ce sont des mots justement qui correspondent au contenu des unités des reporters, du manuel qu'on utilise en classe. Donc c'est des mots sur lesquels les élèves sont tombés au fur et à mesure de l'unité.
parce qu'on a parlé de diverses choses. Donc par exemple, on a ici des noms de sports, typiquement de Tahiti, de mémoire. On a le nom de certaines choses qui se mangent, on a des mots d'argot qui peuvent... Alors on a un mot d'argot belge ici par exemple, on a des noms de festivals, des noms de lieux, des noms de plantes, etc. On a plein de choses. Et les élèves, normalement, les connaissent ou peuvent s'en souvenir parce qu'on les a vus au fur et à mesure de l'unité. Et donc moi, ce que je vais faire en tant qu'animatrice du jeu, c'est qu'au lieu de dire des numéros, je vais donner la définition ou une petite phrase pour expliquer le mot. Donc par exemple, si je dis il s'agit d'un sport qui se passe dans l'océan et on a une planche et il faut une vague pour pouvoir faire ce sport, je pense que voilà, vous avez tous reconnu que je parle du surf. Donc les personnes qui auront surf sur leur grille pourront placer un pion ou colorier ou cocher ou faire une croix. Et voilà. Et donc, quand un élève obtient, donc c'est la dynamique du bingo traditionnel, hein, quand un élève obtient ou une ligne ou une grille complète, il va dire bingo, ou il va dire ligne, ou voilà, à vous d'établir les règles précises. Et pour vérifier, donc on pourra proposer aux élèves de récapituler tous les mots qu'ils ont et de redonner une définition ou d'expliquer à quoi correspondent ces mots, ou voilà, selon le niveau des élèves, de mimer ou de le donner dans leur propre langue, peu importe, à vous de définir la règle au départ. Et voilà, c'est une idée simplement d'adapter le jeu traditionnel du bingo, mais ici pour travailler des notions culturelles de la francophonie. Donc là, moi j'ai choisi de travailler des notions culturelles, mais on pourrait très bien décider de travailler avec des expressions, n'importe quel, des plats par exemple, ou des choses qui se rapportent à un pays. Enfin, voilà. On peut imaginer plein de choses dans notre grille de bingo. Simplement une autre manière d'aborder la francophonie et le bingo. Autre exemple, le jeu des 7 familles. Alors, ce jeu-là, je l'avais imaginé et j'ai découvert qu'il existait déjà sur internet, en fait. Donc je vous invite à regarder le blog de la professeure de français qui s'appelle Tiffany Montus, et son blog s'appelle mondolinguo.com, et elle propose énormément de ressources prêtes à imprimer. Donc vous avez notamment ce jeu des 7 familles de la francophonie qui est prêt à imprimer. Et donc ici, au lieu d'avoir une famille, on a 6 éléments, pardon, qui se rapportent à un pays. Donc pour chaque pays, vous allez retrouver une carte avec le drapeau, une carte avec la capitale, le continent, la monnaie, la nationalité et la carte du pays, la forme du pays. Donc voilà. Et ensuite, c'est la même dynamique que le jeu de cette famille classique où les élèves vont devoir essayer de reconstituer un pays avec ces 6 éléments. Donc on va pouvoir, selon le nombre d'élèves que vous avez, vous pouvez faire des sous-groupes et puis chaque sous-groupe joue entre eux et vous imprimez donc plusieurs exemplaires du jeu. Donc là, on l'a fait à partir d'un pays, mais on pourra tout à fait former les familles différemment. À nous d'imaginer en fonction de ce que les élèves connaissent déjà ou ce que vous avez vu dans votre cours, dans l'unité, etc. Et dernière idée par rapport au memory, donc je pense que vous connaissez l'histoire du memory, oui je l'ai expliqué tout à l'heure, avec les cartes qu'on pose face cachée sur la table, et on en retourne une, on en retourne une deuxième, et il faut faire une paire de deux choses qu'on assemble. Si ça fonctionne, on récupère la paire, on l'enlève de la table. Si ça ne fonctionne pas, si la paire ne va pas ensemble, dans ce cas, on les retourne et on les laisse au même endroit, et il faut mémoriser l'emplacement des différentes paires. Donc, ce que j'ai imaginé pour la francophonie, là encore, à adapter selon le niveau de vos élèves et ce qu'ils connaissent, mais c'est simplement, par exemple, d'associer le drapeau avec le nom du pays. Donc ici, je vous ai mis 3 drapeaux et 3 noms de pays. Donc on a le premier drapeau, c'est la Belgique, le deuxième, c'est le Sénégal, et le troisième, c'est Haïti. D'accord? Donc là, un élève va retourner une carte drapeau et une carte nom de pays, par exemple, et essayer d'associer. Donc ça demande de connaître le nom du pays, de se rappeler le drapeau, par exemple. On pourra faire la même chose avec les capitales, avec Vous avez beaucoup parlé de gastronomie, par exemple, donc avec des plats, associer le plat et le pays, par exemple, ou le plat et l'ingrédient. Les chanteurs, vous avez parlé beaucoup de chansons et d'artistes, de littérature, donc des personnages à associer avec le pays, ou voilà. On peut imaginer énormément de choses. D'un point de vue matériel, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, ça demande de pouvoir fabriquer les cartes, mais pourquoi pas aussi faire fabriquer les cartes par les élèves. Ça peut faire partie de leur travail aussi de découverte de la francophonie. De cette manière, ils vont choisir, eux, le contenu qu'ils souhaitent y mettre. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Donc c'est juste vraiment 3 petites idées que je vous propose, et j'ai choisi aussi ces 3 idées qui sont très simples,
parce que je pense qu'on peut alors le bingo, vous pouvez le faire à distance dans les cours en visioconférence actuels, il n'y a aucun problème. Voilà, il suffit juste, euh, avant le début du cours, d'avoir envoyé à chaque élève une grille. Donc c'est le seul petit travail supplémentaire que vous allez avoir à faire, c'est d'envoyer individuellement la grille aux élèves, ou en tout cas par groupe d'élèves, pour que des élèves aient des grilles différentes. Donc voilà, distribuer par mail ou par messagerie les grilles. Et ensuite, on peut tout à fait jouer au bingo en direct, où le professeur, ou un élève d'ailleurs, fait l'animateur, et chaque élève va poser ou cocher les pions sur sa grille. Le memory, je vais vous montrer une application qui vous permet de le faire. Et les 7 familles, bon, les 7 familles, il faut réfléchir un petit peu à comment on pourrait organiser les choses, mais je pense que c'est vraiment faisable aussi à distance, en envoyant aussi le matériel à l'avance aux élèves et en leur proposant de faire une partie virtuelle, en fait, où ils vont reconstituer des familles différemment. Alors, justement, ça m'amène à cette petite parenthèse que j'ai rajoutée par rapport à ce que j'imaginais vous dire en présentiel. Dans le cours à distance, alors je vous propose ici trois sites qui proposent des jeux, des manières de jouer avec les élèves, tout en étant à distance. Donc la première qui s'appelle Board Game Arena, donc le nom est en anglais mais l'interface est en français. Donc ça n'a rien à voir avec les cours de français, mais c'est un espace où vous pouvez jouer à plein de jeux de société. Vous pouvez jouer à des jeux de société classiques, enfin comment dire, des jeux de société qui existent vraiment dans le commerce, voilà, qui sont commercialisés, et vous pouvez y jouer en ligne. Ça a été très bien fait, c'est reconstitué pour pouvoir être joué en ligne. C'est un site qui est gratuit, donc à vous de voir ce que vous pouvez en faire avec vos élèves, parce que enfin, ça va pas être possible d'adapter le jeu à notre classe de français, puisqu'on va y jouer en ligne avec les cartes telles qu'elles sont, etc. Mais pourquoi pas, d'un point de vue culturel, faire découvrir certains jeux de société francophones, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des jeux français, à vrai dire. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui participent à cette plateforme qui sont francophones, donc la plupart des échanges se font en français, en fait. Donc voilà, c'est une petite parenthèse si vous voulez jouer avec vos élèves, ou jouer vous personnellement. La deuxième application, enfin c'est pas une application, c'est un site internet qui s'appelle learningapps.org. Il y a de fortes chances que vous le connaissiez déjà, parce que c'est très utile pour les cours en ligne. Ça permet de recréer des petits jeux, justement. Alors pour jouer au memory, vous pouvez très facilement créer un jeu de memory et ensuite envoyer le lien à vos élèves. Et alors par contre, le jeu se fait de manière individuelle, donc ils peuvent faire ça comme activité après le cours ou avant le cours, par exemple. Ils vont devoir associer différentes images ou différentes phrases que vous aurez mis. Donc ça peut tout à fait reproduire notre idée de memory. Et puis il y a plein d'autres possibilités. Enfin, c'est un petit site internet qui est facile à prendre en main et qui propose de créer plein de petites activités pour faire avec les élèves sous forme de jeu. Et si vous ne savez pas comment la créer, il y en a plein qui existent, qui sont déjà faites pour travailler le français. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil, parce que ça permet de jouer quand même en classe, enfin de jouer avec nos élèves même si on n'est pas en classe. Et la troisième chose, c'est sur le site de TV5 Monde, on le sait pas forcément parce qu'on va pas forcément chercher ça, mais il y a beaucoup beaucoup de jeux alors soit des jeux plus culturels avec des quiz un peu comme Trivial Pursuit sur justement la francophonie, et il y a aussi beaucoup de jeux de mots, des mots croisés, des mots fléchés, des jeux où il faut cliquer rapidement sur les mots en fonction des définitions, ou des jeux de lettres où il va falloir reconstituer des mots à partir de certaines... Voilà, on vous donne des lettres et il faut essayer de reconstituer le plus de mots possible. Bref, c'est gratuit aussi. C'est fait par TV5 Monde, donc c'est quand même aussi un gage de qualité. Et, euh, et, et j'en profite pour vous dire que d'ailleurs que TV5 Monde a une application maintenant pour les élèves sur laquelle vous pouvez retrouver ces jeux aussi. Donc voilà, ça peut vous permettre d'aller un peu plus loin avec tous ces jeux. Et il y a plein d'autres sites qui existent, mais voilà, je vous donne déjà ces trois-là. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à l'écrire pour partager vos ressources dans la fenêtre de questions-réponses. Comme ça, je peux les dire pour que tout le monde en profite. Alors voilà, il suffit que je le dise pour qu'une idée arrive, et c'est vrai, j'avais pas pensé. Il y a le site qui s'appelle Lyrics Training. Alors, on l'écrira quelque part pour que vous puissiez avoir accès, qui est un genre de karaoké à trous, pour expliquer clairement.
Donc la chanson, une chanson défile et il manque des mots, donc il va falloir que les élèves écrivent le plus vite possible, parce qu'il y a un temps limité, le nom des mots qui manquent dans la chanson. Donc ça, c'est un super exercice de compréhension orale, c'est un très bon exercice aussi pour connaître les chansons, pour travailler l'orthographe. Éventuellement, ça peut être fait après avoir parlé d'une chanson en classe, d'avoir étudié une chanson, voir si les élèves ont mémorisé un peu les paroles, ou pour la découvrir. Puis il y a vraiment le côté compétition, puisqu'il y a un temps limité, on gagne des points, etc. C'est vrai, c'est un très bon exemple, j'avais pas pensé à le dire. Et aussi un petit plus, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chansons en français dessus, et on peut choisir le niveau. Donc selon le niveau des élèves, vous pouvez choisir d'enlever que quelques mots de temps en temps, ou au contraire d'en enlever plus parce qu'ils sont censés bien se souvenir de la chanson, ou avoir déjà un certain niveau pour deviner. Voilà. Donc ça, c'est un bon site, effectivement. Alors, avant de voir si vous avez des questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la petite fenêtre de questions-réponses. Il va rester quelques minutes pour que je puisse y répondre, voilà. Soit des questions, soit si vous avez des idées à partager avec vos collègues, n'hésitez pas non plus. Alors, le temps que vous écriviez vos questions, je vous donne quelques derniers conseils de conclusion. Donc j'ai noté cinq petits conseils. Déjà, c'est de bien choisir, donc je l'ai déjà dit, de bien choisir le jeu par rapport à son contexte. Chaque contexte va avoir un type de jeu différent. Selon le public avec lequel vous travaillez, si c'est des enfants, si c'est des adolescents, si c'est des adultes, ce sera pas du tout les mêmes jeux. Selon le nombre d'élèves, bien sûr, selon leur niveau, enfin voilà. Donc vraiment bien penser, c'est pas parce qu'un jeu a bien fonctionné avec une classe qu'il va bien fonctionner avec l'autre si les paramètres sont différents. Donc ça paraît évident, mais voilà, je voulais le rappeler. Deuxième point très important, c'est que pour bien jouer, pour que le jeu se passe bien, il faut bien expliquer les règles du jeu. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on ait bien pensé à comment on va expliquer les consignes et les règles du jeu, surtout avec les petits niveaux, parce que si notre objectif c'est d'expliquer le jeu en français, il va falloir trouver un moyen de l'expliquer le plus clairement possible, pourquoi pas en mimant, en dessinant, etc. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours faire un exemple ou un tour pour rien, un tour pour du beurre, comme on dit en français, euh, juste pour voir si tout le monde a bien compris la dynamique, pour que tout le monde ensuite puisse en profiter. Troisième point, pour mieux jouer, on peut améliorer. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à améliorer les jeux, à faire un petit bilan, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, éventuellement des choses qui étaient trop difficiles, remplacer les cartes ou remplacer les questions. Voilà, essayer de bien se poser une fois qu'on a testé quelque chose en classe pour améliorer. Et n'hésitez pas à demander à vos élèves aussi s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, s'ils ont des idées pour que ça se passe mieux, pourquoi pas. Tout dépend de vos élèves, mais en général, on peut essayer de leur demander des idées aussi. Quatrième chose, c'est pour s'amuser, il faut respecter les règles du jeu, il faut respecter les tours de parole, et le jeu, c'est aussi un bon moyen éducatif de poser cette histoire de tour de parole, de donner la parole à tout le monde. Voilà, et je pense qu'il faut rapidement sanctionner, entre guillemets, pénaliser en tout cas, ceux qui ne respectent pas les règles, pénaliser dans le cadre du jeu, hein, mais pour que ça se passe le mieux possible. Et enfin, la dernière chose, avant de répondre à vos questions, euh, c'est une phrase que j'ai écrite comme ça, mais jouer n'est pas toujours gagner. Le jeu va pas non plus être la solution à tout. Donc si vous voyez que vous avez des groupes avec qui le jeu ne fonctionne pas vraiment, on ne sait pas toujours pourquoi, mais des fois ça ne prend pas, ou il n'y a pas une assez bonne ambiance, ou en tout cas ça fonctionne pas, bon, c'est que des fois il faut essayer d'autres types de jeux. Il y a plein de types de jeux différents, il y a des jeux de hasard, il y a des jeux coopératifs, par exemple, si vous voyez que les élèves sont très compétitifs entre eux, essayez de les faire travailler plutôt en équipe pour arriver ensemble à un même point, par exemple. Voilà, des jeux de hasard où il n'y aura pas forcément besoin d'avoir des super compétences et que ce ne sera pas toujours les mêmes qui gagneront. Voilà, essayez de varier un peu les types de jeux justement pour pallier les différents problèmes que vous pourriez avoir. Voilà. Je mets ici sur la dernière diapositive une liste de liens et d'ouvrages que vous pouvez consulter ou sur le jeu ou sur le thème de la francophonie. Donc vous aurez, là ça doit être trop petit je pense, mais vous aurez accès au diaporama, donc vous pourrez le regarder tranquillement. Euh, oui, alors on peut zoomer, mais je pense que ce sera de toute façon plus simple de regarder plus tard tranquillement lorsque vous aurez accès
au diaporama. Mais voilà, vous avez plusieurs ouvrages qui parlent du jeu. Il y a le complément ludique de Zoom, qui est donc une collection de manuels de FLE pour enfants de Maison des Langues. Et donc le complément ludique propose énormément d'idées de jeux justement qu'on peut adapter à tous les publics. Moi j'ai utilisé pas mal d'idées pour les adultes aussi. Donc voilà. Et puis quelques sites sur lesquels vous allez retrouver des jeux. Voilà. Alors je vois qu'on a une question sur Kahoot. Comment utiliser Kahoot? Alors Kahoot, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un site qui permet de faire des quiz en ligne et les élèves vont répondre aux questions avec leur téléphone portable. Donc on y joue en direct. Donc par exemple en ce moment à distance c'est parfait parce que vous pouvez projeter le quiz sur votre espace de visioconférence par exemple et à la place du diaporama ici par exemple. Et ensuite les élèves répondent en direct et ça crée une espèce de compétition. Donc comment l'utiliser? Alors soit vous pouvez vous-même créer un quiz sur différents domaines de la francophonie en fonction de ce que les élèves connaîtront. Soit vous pouvez proposer aux élèves de créer eux-mêmes leur quiz, par exemple par petit groupe de 2 ou 3 élèves, de créer les quiz et en donnant une thématique à chacun. Par exemple, un groupe va s'occuper de la partie gastronomie de la francophonie, un autre va s'occuper des personnages célèbres de la francophonie, un autre du sport, voilà diviser et ensuite proposer un moment où on va tous participer au quiz et participer vous aussi en tant que joueur au quiz que fabriquent vos élèves. Ça pourra mettre un peu de piment. Voilà, donc les applications de quiz comme Kahoot, alors Kahoot, mais il y a aussi Quizzes ou Quizlet qui fonctionnent très bien. Ça peut, voilà. Et n'hésitez pas à demander à vos élèves de créer les quiz en fait. Déjà, ça vous enlève du travail. Et en plus, en général, ils aiment bien essayer de piéger leurs camarades et de piéger le prof aussi. Alors, il y a quelqu'un qui signale aussi que qu'il ne faut pas faire des jeux trop difficiles. Si les élèves ne comprennent pas, ils ne vont pas profiter et nous, on n'arrive pas à notre objectif non plus. Et alors, effectivement, c'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois que vraiment, il faut bien choisir le jeu en fonction du niveau des élèves, mais aussi du niveau de langue et de leur âge, parce qu'il y a des fois des jeux, en fait, c'est pas une question de niveau de langue, ça peut être une question de maturité intellectuelle pour trouver la bonne stratégie pour gagner, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire des jeux très simples. Voilà, vous voyez, les 3 jeux que j'ai proposés, c'est le bingo, le 7 familles et le memory. Ce sont des jeux dont les règles sont vraiment très simples. Donc les élèves vont pouvoir euh, profiter du jeu très rapidement et nous, en tant que prof, on va atteindre plus facilement et plus rapidement nos objectifs pédagogiques. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. En attendant, je vous laisse ici les coordonnées, donc mes coordonnées, si jamais vous aviez des questions ou si vous testez des choses ou vous découvrez des nouvelles applications pour faire des jeux, n'hésitez pas à me les envoyer. Et j'ai mis aussi le mail de Antonio Melero, si vous avez des questions par rapport au manuel dont je vous ai parlé au début, les reporters, voilà, et la version Andalousie qui arrive, voilà, si vous voulez plus de renseignements. Je crois qu'il n'y a plus de questions, donc Antonio, à toi la parole. Merci Amandine, un grand merci de ton intervention. Voilà, on t'a indiqué les petites questions qu'il y avait. Donc moi, je voulais juste vous remercier de votre participation et vous donner quelques renseignements avant la fin. Donc merci à l'Alliance de Malaga, comme je le disais au début aussi, pour la co-organisation de cet événement en ligne. Et vous allez recevoir, comme je vous disais, un petit lien sur un questionnaire d'évaluation de la formation et pour des demandes de spécimens qui va vous arriver de la part de l'Alliance également. Ok, donc comme le disait Amandine, ne vous inquiétez pas parce que la vidéo de cette formation, vu que la session est enregistrée, sera disponible sur Advantage de Macmillan. Donc, vous pouvez nous contacter pour toute question. Maintenant, je vous mettrai, vous allez les recevoir dans les mails de remerciements, mais je vous mets tous les liens, les adresses des contacts, etc. Et bon, il y a mon adresse que gentiment a mis Amandine sur le diaporama. Ok, donc concernant nos prochaines rencontres virtuelles, donc on vous annonce, certains parmi vous, déjà j'en ai vu de gens qu'on connaît bien, qui sont des fidèles à nos rencontres virtuelles, donc je vous annonce le 30 avril, donc la semaine prochaine, il y aura Laurence, pardon,
pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. On ne sait plus les jours où on vit, hein. Et les 30 avril, pardon, il y aura Laurence Sechmol qui fera une intervention sur la gamification. Et puis le 7 mai, on fait une rencontre à duo d'ailleurs, donc avec 2 interventions, une première de Pascal Biras sur les types de leaders du prof de FLE et une deuxième sur des activités créatives animées par notre collègue Virginie Karniewicz. Donc voilà, avec ces quelques petits renseignements, là on va passer à la fenêtre de chat où je vous mettrai les liens donc du questionnaire si jamais vous voulez directement répondre tout de suite et notre adresse de contact, nos prochaines rencontres virtuelles FLE. Donc voilà, un grand merci Amandine, un grand merci à vous tous et à la prochaine, en espérant que ça va être plutôt en présentiel la prochaine. Voilà. Donc en attendant, on s'adapte. Voilà, on remet un peu de musique. Merci à tous.